Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos où nous avons le plaisir de recevoir à nouveau la professeure Rachel Lévy. Chef du service de biologie de la reproduction sécos de l'hôpital Tenon à Paris, elle nous partage ses connaissances sur les liens entre nutrition et fertilité. Bonjour professeur Lévy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, pour introduire le sujet, commencer par nous expliquer s'il y a certains paramètres nutritionnels qu'on sait déjà directement liés à la fertilité? Oui, alors il y a relativement peu d'études récentes qui sont consacrées à la nutrition. Ce que l'on sait depuis très longtemps, c'est que l'obésité, que ce soit l'obésité masculine ou féminine, a un impact. Les deux ont des impacts à la fois sur le délai nécessaire à concevoir. Les deux ont des impacts sur la qualité des gamètes, quantité, qualité des ovocytes ou des spermatozoïdes. Alors pour les spermatozoïdes, bien sûr, c'est plus facile à évaluer. Donc on sait que l'obésité a un impact sur le nombre, sur la mobilité, sur la morphologie des spermatozoïdes, même sur la qualité de leur ADN, qui peut être plus souvent fragmenté. Et puis, on sait que l'obésité a également un impact sur les chances de succès en AMP, c'est-à-dire concrètement les taux de naissance vivante après fécondation in vitro. On sait même que l'obésité va avoir un impact sur le développement des embryons. Donc ça, c'est tout récent, puisque aujourd'hui, dans les incubateurs, on dispose de caméras qui permettent de suivre le développement de l'embryon. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que pour une obésité chez l'homme, eh bien, on va voir un développement de l'embryon plus rapide au cours des premières divisions de l'embryon. Et c'est l'inverse. En cas d'obésité féminine, eh bien, dans ces cas-là, l'embryon va se développer plus lentement. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup maintenant d'informations sur l'obésité. Sur la nutrition, on en a quelques-unes. C'est essentiellement une étude, l'étude des infirmières, The Nurse Study, qui a fait l'objet de publications par l'équipe de Chavarro. Pratiquement 14 000 femmes et leurs conjoints qui ont été suivis. Et donc là, Chavarro a pu déterminer quelques éléments nutritionnels qu'il faut bien surveiller et pour lesquels une intervention peut être importante. Donc, il faut être vigilant au niveau du sucre. On sait que le sucre, c'est l'ennemi de la fertilité, et donc diminuer les glucides à fort index glycémique. Donc, par exemple, préférer des céréales complètes. Au niveau des lipides, le conseil, c'est de consommer une portion par jour de produits laitiers riches en graisse. Au niveau des protéines, l'idée c'est de travailler sur les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, c'est-à-dire les oméga 3 et les oméga 9. Donc, privilégier des aliments, par exemple, comme l'huile de tournesol ou l'avocat ou les avocats, la noix, l'huile de colza, de soja, de lin, les poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau, le hareng, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'il faut privilégier. Il faut aussi être vigilant à deux éléments importants qui sont les folates, c'est-à-dire les vitamines du groupe B, B9, mais aussi B6, B12, et également les aliments qui sont riches en fer. Alors, comme ce n'est pas toujours facile de consommer des aliments riches en fer, riches en folates, ou qui respectent le pourcentage oméga 3, oméga 9, eh bien, on peut aussi parfois conseiller la prise de compléments alimentaires. Et y a-t-il des dosages à conseiller aux patientes qui veulent améliorer leur fertilité? Alors, pas forcément dans un premier temps. Le principe, c'est une alimentation équilibrée, une alimentation saine, 20% d'aliments biologiques à respecter et plutôt un bon conseil, et une alimentation diversifiée. Alors, ça a l'air simple, mais ça n'est pas évident à organiser d'un point de vue pratique. Parfois, en effet, des dosages peuvent être réalisés
Nous avons réalisé une étude qui s'appelle l'étude Alifer. C'est un essai clinique qui a permis d'aboutir à un score nutritionnel et métabolique prédictif du risque d'infertilité inexpliquée. Et en effet, dans ce score, eh bien, nous préconisons des dosages chez l'homme, des dosages chez la femme, de vitamine A, de vitamine E, de sélénium, de cholestérol et également l'hémoglobine glyquée. Donc, ces quelques paramètres chez l'homme, chez la femme permettent d'aboutir à un score qui prédit le risque d'infertilité lié à des troubles nutritionnels ou métaboliques. Par ailleurs, bien sûr, il faut veiller à avoir un taux de vitamine D satisfaisant et également un bilan ferrique satisfaisant. Donc, si besoin, bien sûr, ne pas hésiter à prescrire ces dosages qui permettront éventuellement la prescription de compléments alimentaires si besoin, ou l'intervention d'une nutritionniste. L'idée est réellement de pouvoir travailler main dans la main avec une nutritionniste qui pourra proposer une prise en charge personnalisée et adaptée le plus possible au couple selon son mode de vie et selon ses goûts. Et ça, c'est un des garants de la réussite de la prise en charge nutritionnelle. Justement, en parlant de ces compléments alimentaires, certains ont-ils une efficacité prouvée ? Alors, hélas, pas vraiment. Il y a différentes études, ce qu'on appelle des Cochrane, qui ont été publiées jusqu'à très récemment, plus pour la fertilité masculine. Dans le cas d'infertilité masculine, lorsque il y a des indications avérées de prescription de ces compléments alimentaires, eh bien, en effet, il peut être intéressant de compléter la prise en charge par la nutritionniste avec des compléments alimentaires. C'est quoi ces situations particulières ? Eh bien, une carence alimentaire avérée ou une altération de l'équilibre redox avec un impact négatif avéré sur la fertilité. Alors, dans ces situations, eh bien, on peut prescrire des compléments alimentaires. Il faudra veiller au contenu de ces compléments alimentaires qui sont parfois des boîtes noires. Vitamine C, vitamine E, sélénium, zinc, L-carnitine, le coenzyme Q10 peut également être intéressant, ou des oméga 3 comme on l'a dit tout à l'heure. Ils peuvent améliorer les paramètres spermatiques conventionnels. Ils peuvent également améliorer la qualité de l'ADN spermatique. En ce qui concerne leur impact sur les taux de grossesse et les taux de naissance vivante, les études sont encore trop rares sur des populations trop réduites et avec des méthodologies peu robustes. En revanche, on peut également comprendre pourquoi l'effet sur les taux de naissance n'est pas aussi clair que espéré. En effet, nous sommes tous porteurs de ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques. Alors, il y a plein de polymorphismes génétiques. Il y en a qui, par exemple, font qu'on réagit de façon extrêmement brutale à une tasse de café ou à un verre d'alcool, alors que d'autres ne réagissent pas du tout ainsi. Il y a des polymorphismes qui contrôlent le métabolisme des médicaments, et il y a des polymorphismes qui vont contrôler l'expression des gènes qui sont impliqués dans le stress oxydant, par exemple, à l'origine de certains types d'infertilité. Et donc, bien, si on est tous différents par rapport à ces polymorphismes, eh bien, on comprend que les compléments alimentaires ne vont pas avoir le même effet positif chez tous les patients ou chez toutes les patientes. C'est très clair. Merci beaucoup, professeur Lévy. Que peut-on proposer comme conseil hygiéno-diététique ? Faire son marché. Je crois que c'est le conseil le plus simple, mais ce n'est pas le plus évident. Éliminer les aliments ultra transformés,
Ces aliments industriels ne sont clairement pas bons pour la fertilité. Au moins 20% d'aliments issus de la filière biologique. Réduire au maximum les sucres, les sodas, privilégier, on l'a dit, les poissons, privilégier la viande blanche à la viande rouge, les œufs, privilégier tous les fruits et les légumes, et tout ça tient dans 2 mots, régime méditerranéen. Voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Avez-vous un dernier message à nous partager ? Peut-être de dire que cette nutrition, elle est bien sûr très importante, mais elle est étroitement liée à d'autres éléments du mode de vie. Donc, elle est liée évidemment à l'activité physique. Ça paraît une évidence, mais on sait aujourd'hui, ça a été démontré que la sédentarité avait un effet négatif sur la fertilité. On sait également qu'une activité physique trop restreinte c'est un élément négatif pour la fertilité. En revanche, toutes les activités physiques d'endurance, comme un marathon par exemple, vont avoir un impact négatif. Donc en conclusion, il faut une activité physique régulière et modérée. Et surtout éviter la sédentarité. Et puis le dernier facteur qui est très lié aussi à la nutrition et à l'activité physique, c'est le sommeil. Et donc on sait là encore que le sommeil peut avoir un impact sur le nombre, la qualité des spermatozoïdes, le nombre et la qualité des ovocytes. Et donc bien soigner son sommeil, faire tout pour avoir un sommeil non seulement en longueur, en durée, 6 heures minimum, mais également en qualité. Ça peut également aider à sa fertilité. C'est très clair. Merci beaucoup, professeur Lévy. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.